Bonsoir et Sahaf Tolkom. Notre invité ce soir est un spécialiste des questions pétrolières et gazières. Cet expert, ancien directeur de la division exploration de la Sonatrach, suit depuis longtemps et avec acuité les évolutions des technologies et des marchés hydrocarbures. Il réagit aux récentes recommandations du gouvernement pour accroître tous azimuts la production pétrolière et nous explique pourquoi cette logique ne serait peut-être pas la bonne. Mohamed Saïd Beroul, bonsoir. Bonsoir. Le mois dernier, enfin non, plutôt fin mai, le Premier ministre Sellel réunissait les cadres du secteur de l'énergie et du secteur financier et demandait à ce qu'on aille beaucoup plus loin qu'on intensifie la production d'hydrocarbures. Est-ce que selon vous, c'était donc la bonne méthode qu'il faudrait avoir ? Elle pourrait être la bonne, mais on aurait aimé que ça soit, disons, fait d'une manière un peu douce, mais aller directement intensifier, le mot est fort déjà, intensifier les recherches ou la production d'hydrocarbures, parce qu'on doit répondre à un besoin. Je pense que c'est un peu on est allé trop vite. C'est bien d'intensifier l'exploration, c'est bien d'intensifier la production, mais il fallait faire ça depuis déjà une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour qu'aujourd'hui on soit plus à l'aise. Maintenant, si M. Sellel dit qu'il faut intensifier, donc c'est parce que nous sommes dans une situation financière un peu délicate, mais s'il y a intensification de l'exploration ou de la production, pourquoi pas? Mais je suis sûr que ça ne va pas être pour le moment. Les retombées vont être dans 10 ans, dans 15 ans. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire ça il y a déjà 10 ans ou 15 ans. Donc si on intensifie l'exploration... C'est-à-dire que vous voulez dire que si on démarrait aujourd'hui cette intensification, ce n'est pas pour autant qu'on pourra redresser le mouvement financier. Ça ne pourra venir que dans plus longtemps. Exactement. Il aurait fallu commencer avant. Mais bon, moi je vous dirais que même, bon, il faudra prévoir aussi d'intensifier pour dans 10 ans, 15 ans, au cas où, et en attendant s'occuper de diversification parallèlement, ou d'avoir une autre méthode en matière énergétique. Et quelle serait-elle celle-là alors, s'il ne fallait pas intensifier tout de suite, uniquement? Pour intensifier, pourquoi lui, le ministre, il dit intensifier, pourquoi? C'est pour répondre à la crise actuelle. Pourquoi il n'a pas dit ça il y a 6-7 ans? Parce que le baril coûtait 110, 120, donc $100. Donc ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à s'inquiéter. Donc s'il dit qu'il faut intensifier l'exploration et la production, c'est pour répondre donc, à un besoin urgent. Ce n'est pas possible de répondre à un besoin urgent. Une phase d'exploration, c'est une phase qui prend beaucoup de temps. La production, beaucoup plus de temps encore. Donc je pense que s'il a dit ça, c'est parce qu'il veut, disons, limiter un peu les dégâts, parce qu'il dit en même temps que d'ici 2019, les réserves de change vont être épuisées, etc. Il va falloir un peu reconstituer les réserves de change. Ce n'est pas possible de reconstituer les réserves de change en 2 ou 3 ans avec du pétrole. Si vous feriez aujourd'hui un puits, il a parlé de l'intensification de l'exploration. Si vous feriez un puits aujourd'hui, vous découvrez, il n'y a pas de problème, quand est-ce que vous allez produire? C'est dans 10 ans. Il faut développer, il faut faire des appels d'offres, des installations de surface, donc des bases de vie. Il faut que la communauté soit avalisée par la nafte. C'est une opération de 7-10 ans, disons, au minimum. Donc si maintenant on intensifie, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Alors, comment peut-on répondre aux problèmes d'aujourd'hui en matière énergétique? Évidemment. Exactement. Bon, on ne peut pas aussi, aujourd'hui, on ne peut pas donc switcher sur le solaire, sur l'éolienne. Je mets tout ça de côté. Je mets de côté tout ce qui est renouvelable. C'est bien de faire du renouvelable pour long terme. Mais pour l'année, disons, répondre à votre question, qu'est-ce qu'on doit faire pour, disons, répondre à ce besoin? Je crois qu'il faut... Excusez-moi, est-ce que justement le renouvelable, est-ce qu'il peut porter ses fruits avant l'effort d'intensification dans la production d'énergie conventionnelle? Bon, le renouvelable, c'est d'appoint, c'est pas à grande échelle. D'accord. On peut avoir des 10-15% d'énergie renouvelable, bon, mais on ne pourra pas remplacer le pétrole et le gaz, c'est pas possible. Alors, M. Beroul, sur le pétrole, qu'est-ce que l'on peut faire pour agir au mieux tout de suite?
si ce n'est pas intensifier. Vous dites qu'il faut intensifier, mais alors quelle est la méthode qu'il faut accompagner, qui doit accompagner l'intensification? Bon, pour le moment, pour répondre aux besoins actuels, on ne peut pas répondre aux besoins actuels avec, disons, l'intensification du forage ou de la production. Supposons qu'on va aller vers le chemin le plus court. L'exploration, c'est une opération de longue haleine, ça prend 10 ans, etc., pour développer, pour vendre, etc. Maintenant, nous avons des réserves en place, prouvées. Il suffit de robinet, il y en a du pétrole. On peut dire à la limite, il faut augmenter la production pour vendre beaucoup. Mais on a quand même des règles. Le PEP, on ne peut pas augmenter la production comme ça, comme on veut. Nous avons des quotas qu'il faut respecter. Et si on veut augmenter la production, il faut avoir des réserves qui sont mobilisables aussi. Il faut avoir des capacités de production qui peuvent supporter la production. On ne peut pas augmenter la production comme ça. C'est juste un robinet qu'il faut ouvrir. Non. Il y a d'abord des réserves qui soient disponibles et deuxièmement, il faut des capacités de production soient disponibles également. Donc aujourd'hui, nous avons un petit problème au niveau des installations qui sont un peu vieilles. Ils sont vieilles, donc ils ne permettent pas, disons, de répondre immédiatement à un besoin. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi lieu, au lieu d'intensifier l'exploration, la production, à long terme, il faut penser à rénover les installations. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut se serrer la ceinture, c'est tout. Pour essayer de... au niveau du budget de l'État. Exactement, il faut essayer de gérer les 159 milliards de réserves qui restent aujourd'hui. Il faut essayer de les gérer d'une manière un peu optimale et puis faire des choses. Et attendre intensifier parallèlement. Exactement. Et attendre patiemment que les choses évoluent. Oui, mais si on pense que le baril va revenir d'ici 2 ans, oui. D'ici 2 ans, 3 ans, il va revenir à $100. Faites-nous un point justement sur les cours actuels et sur donc, les répercussions en termes de baisse de recettes pour l'État. Où c'est qu'on en est finalement aujourd'hui sur le plan financier hydrocarbures? Bon, 2015, il y a un an, 2014, depuis juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année, donc les recettes ont diminué de 40%. Donc par rapport à la même période en 2014, ça en termes de revenus, c'est parce que les exportations ont diminué en termes de volume. Les exportations ont diminué en termes de volume, aussi bien pour le gaz que pour le pétrole. Donc automatiquement, il y a un double problème, c'est la réduction du prix du baril, la réduction des exportations plutôt, et en même temps, c'est la chute du baril. Donc il y a deux problèmes qui sont manifestés en même temps. Donc si le baril coûtait $100 et on exportait moins, c'est demi-mal. Si on exportait beaucoup, le baril chute, demi-mal. Mais maintenant il y a la chute du prix du baril et la chute des exportations. C'est un double problème. Donc la situation est un peu critique. Situation un peu critique sur le plan financier, de telle façon qu'il n'y a pas une alimentation, en quelque sorte, de réserve de change, il n'y a pas une alimentation du portefeuille. Donc il faut essayer de gérer ça de manière optimale parce qu'apparemment on dépense 11 milliards de dollars par an qu'on relève sur les réserves de change. Donc dans 16 mois, il n'y aura plus. Dans 16 mois, il n'y aura plus de réserve de change. Donc comment faire? Ce n'est pas l'exploration, ce n'est pas la production qui va remédier à ça. C'est un peu la gestion optimale. Et bien sûr, il faut penser à développer l'exploration, à développer la production d'énergie renouvelable pour les années à venir. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours possible? Quand je vois le Premier ministre Sellel dire qu'il faut développer, intensifier coûte que coûte et accroître la production coûte que coûte, mais coûte que coûte, est-ce que aujourd'hui il revient pas plus cher enfin, est-ce que c'est attractif que de forer aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant du point de vue de la rentabilité? Aujourd'hui, bon, si on prend les grandes compagnies mondiales, disons Exxon, Shell, Total, ils ont réduit de 40%, de 20%, de 30%, de 15% leur budget EP, exploration-production. Donc ils savent ce qu'ils font. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun d'explorer, d'intensifier quoi que ce soit dans cette situation. Donc il n'est pas opportun d'intensifier au regard donc, du coût de revient.
on ne peut pas accroître comme ça la production parce qu'on est enfermé dans des limites par l'OPEP. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut attendre, mais essayer bien entendu de diversifier l'économie par ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas aussi attendre de voir les Américains changer de fusil d'épaule? C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont amenés là, puisqu'ils ont développé le gaz de schiste dans leur pays, et donc ils ont fait baisser les cours du pétrole. C'est bien ça? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une évolution aux États-Unis, une autre manière de faire chez les Américains qui va peut-être faire remonter les cours? Bon, on n'entend pas les Américains, on essaie de suivre, c'est tout, mais c'est vrai que les Américains, ils sont derrière tout ça, ils sont derrière tout ce qui est chute de baril, etc. Mais bon, si maintenant les Américains vont revenir, disons au conventionnel, donc ils ont aussi un peu de conventionnel, mais ils ont switché sur le non conventionnel, parce que le non conventionnel, donc il est un peu, intact, il n'a jamais été produit. C'est depuis 2009 qu'ils ont commencé à produire. Donc si maintenant les puits, les gisements de non conventionnels, aussi bien le gaz de schiste, le pétrole de schiste, vont se dépléter, d'ici 10 ans, ils vont revenir au conventionnel. Maintenant, on ne va pas attendre 10 ans. Il se peut que, par exemple, les Américains, ils vont plus subventionner le gaz de schiste, ni le pétrole de schiste, et dans ce cas-là, toutes les compagnies non conventionnelles vont avoir des banqueroutes. Dans ce moment-là, effectivement, le conventionnel revient sur le marché, et à ce moment-là, le prix du baril va augmenter. Maintenant, on ne va pas attendre. Qui peut attendre? On ne sait pas combien ça va durer. Ça peut être 10 ans, le gaz de schiste, ça produit jusqu'à aujourd'hui, le pétrole de schiste aussi. Donc, quand est-ce que ça va se dépléter? Personne ne le sait. Il n'y a que les gisements qui le savent. Dans une récente contribution de votre part, j'ai pu lire que vous disiez, pour en revenir toujours aux propos de M. Sellal, qu'en fait, il ne servait à rien d'accroître les quantités de forage, mais qu'il fallait par contre qualifier, en qualité, les forages. Pourquoi? Bon, lui, il a parlé de l'intensification de l'effort de forage, ça sous-entend le forage, ça sous-entend les forages d'exploration. Et il n'est pas dit qu'en forant plus, on découvre plus. Vous pouvez forer 100 puits par an, vous faites des découvertes, disons minimes, mais votre volume découvert donc, ne va pas un peu répondre disons, aux besoins. Donc vous allez forer 100 puits et vous allez découvrir un volume dont le revenu, il ne va même pas rembourser les forages. Alors vous avez une phrase très belle en disant qu'il fallait plutôt bien viser le gibier que de bombarder la forêt. Oui, bien sûr. Bon, si maintenant on prend l'exploration en Algérie, a débuté dans les années 50. Je parle du Sahara, parce que sinon au nord ça a débuté dans les années 1800 et quelques. Donc l'exploration pétrolière, c'est pas en forant qu'on va découvrir. Il faut choisir les endroits où est-ce qu'il faut forer et combien il faut forer. Le domaine minier algérien, il est un peu mature maintenant. Tous les bassins algériens sont maintenant connus. On sait quel est le bassin qui a été qui a épuisé ses réserves et on sait quel est le bassin qui contient encore des réserves. Donc il faut aller vers le bassin où il y a encore des réserves. Si maintenant on fore n'importe où, il suffit de multiplier le nombre de forages par 2, c'est pas dit qu'il faut avoir des réserves par 2. Je vous donne un exemple. La décennie 90-2000. La décennie 90-2000, je la compare à la décennie 2000-2010. La décennie 2000-2010, la dernière, nous avons foré plus que la décennie 90-2000. On a foré entre 2000 et 2010 660 puits d'exploration contre 277 puits dans la première décennie. En matière de découverte, nous avons découvert presque 2 fois plus en forant 2 fois moins. Ça, c'est des chiffres. Donc, il n'est pas, c'est pas automatique. Donc, vous forez beaucoup de puits. Et en plus, on fore déjà beaucoup, puisque si le Premier ministre disait qu'on était bien en deçà des taux de forage, puisqu'on est à 14 puits pour 10 000 km² de surface, vous dites que si on extirpe les États-Unis de ce calcul, eh bien on se rend compte que l'Algérie est
un très grand foreur parmi les puissances mondiales. Alors, vous parlez aussi de vision, et pour arriver à bien forer, il fallait aussi des gens qui soient bien formés et qualifiés pour aider à cela. Alors où c'est qu'on en est de ce point de vue-là? C'est la principale ressource finalement, hein. C'est les ressources humaines. Ce n'est pas le pétrole notre ressource, c'est les ressources humaines. Effectivement, bon, Sonatrach elle a perdu beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup de gens qui sont partis vers l'étranger, donc il n'y a pas une capitalisation de la ressource humaine Sonatrach. Et ça a donné un peu ce qu'on a vu, par exemple, les années passées. Donc, je pense qu'il y a un petit problème de gestion du domaine minier. Donc, il fallait le prendre avec sérieux, il fallait miser sur les ressources humaines qui correspondent exactement au projet. Il fallait travailler par projet, il fallait maîtriser les coûts, parce qu'on ne connaît pas les coûts à Sonatrach. On ne connaît pas les coûts. On n'a pas une comptabilité, on n'a pas de centre de coûts. On n'a pas une comptabilité analytique. On dépense de l'argent et je vous dis une chose, c'est que toutes les découvertes qu'on a faites depuis 10 ans, elles sont nombreuses. C'est 25, 30 découvertes par an. C'est plus qu'il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, on découvrait plus. On fait 10, 9 découvertes, mais on a un grand volume. Aujourd'hui, on fait 30 découvertes, le volume il est petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous avons une mauvaise vision. C'est qui sont des ressources humaines. Des ressources humaines qui voient où est-ce qu'il faut forer, pourquoi on faut ici, pourquoi on ne fore pas ici, etc. Donc j'ai parlé de ressources humaines effectivement, parce que je pense que ce n'est pas le domaine minier. Le domaine minier, il est là, il ne bouge pas. C'est nous, les responsables. Si le domaine minier ne répond pas à nos besoins, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole. Il y a encore du pétrole, il y a encore du gaz. C'est parce que nous, on était incapables de le gérer. C'est pour ça que je mets le paquet et j'insiste à ce que les ressources humaines soient la première ressource disons, du pays concernant l'énergie. Donc vous pensez qu'il y a une belle réforme à faire au niveau de la Sonatrach, au niveau de l'encadrement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais ce sont des gens qui ont grandi dans le système hydrocarbures depuis. Donc tout ça, ça forge une expérience. Oui, les gens sont Sonatrach, c'est des grands experts. Nous avons les meilleurs ingénieurs. Nous avons, bon, j'ai vu un peu le niveau. J'ai eu l'occasion de travailler 30 ans sur Sonatrach. Je connais le niveau de Sonatrach. On n'est pas à se plaindre. Nous avons les meilleurs techniciens, etc. Mais le problème, ce n'est pas des décideurs. Ce n'est pas des décideurs. Nous avons les meilleurs ingénieurs. Nous avons les meilleurs, disons, experts. Ils sont partis. Ils sont au Moyen-Orient. Ils sont un peu partout. Donc, ils font des beaux Donc les jours. hommes de terrain sont bons. Bien sûr, je suis convaincu. C'est les décideurs de... C'est une école, Sonatrach. Ouais. D'accord. On est fiers d'avoir fait Sonatrach. C'est une bonne école, mais malheureusement... Mais pourquoi? Et parce que les décideurs ne sont pas issus de la technicité, c'est ça ou... Je pense que, bon, je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi... eux, c'est aussi, c'est pas des décideurs. Parce que ceux qui sont d'échelle. Hein. D'accord. Donc, D'accord. Parce que la décision est externe. Oui, exactement. Donc elle dépasse ceux qui sont les véritables faiseurs. Chacun il a un parapluie. Chacun il veut se couvrir. Chacun il a un parapluie. Et donc ça empêche, ça inhibe les décisions. Les bonnes décisions. Ça brise les initiatives, ça donne envie de partir. Est-ce que vous contactez souvent, vous êtes au contact des gens de la Sonatrach souvent? Est-ce que vous sentez qu'il y a un malaise de ce point de vue-là dans l'encadrement? Les gens se sentent un petit peu mal à l'aise par rapport à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils voudraient faire? Je suis en contact permanent avec Sonatrach, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai grandi, donc il y a un malaise effectivement. Et nous espérons que ce malaise va donc être apaisé avec la nouvelle équipe, au niveau du ministère de l'Énergie peut-être. Mais je pense qu'avec cette chute du baril, tout le monde va s'y mettre. Et les décideurs donc doivent, disons, bien décider. D'accord. Okay. Vous avez l'impression qu'il y a un relâchement général, il y a une absence de motivation, c'est ça, qui oui. Se perpétue jusqu'aux ouvriers qui sont dans le sud? Exactement, oui. Bien, à côté du conventionnel, on nous parle du gaz de schiste. Alors, rappelez-nous ce qu'est le gaz de schiste pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes en la question. Et est-ce que donc le gaz de schiste peut être ou non une alternative à moyen terme aussi
ou non? Bon, le gaz de schiste, tout le monde connaît maintenant. Juste une chose avant d'aborder le gaz de schiste, est-ce que sur le conventionnel et sur vos analyses qui consistent à dire que l'intensification ne pourra pas créer de belles surprises tout de suite, il faudra longtemps peut-être pour voir de beaux fruits, mais est-ce que de ce point de vue-là, les autres experts qui sont du même avec vous, est-ce que votre avis est bien partagé aujourd'hui ou vous êtes isolé en la matière? Je ne suis pas isolé, je suis sûr que tous les experts que je connais sont d'avis que l'intensification, l'exploration, c'est bien, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Tout le monde est d'avis qu'il ne faut pas forer n'importe où, n'importe comment. Il ne suffit pas de forer, mais il suffit de savoir forer. Tout le monde est d'avis que le domaine minier algérien est parmi les plus forés au monde. On avait dit, c'est 14-15 puits. Si on va extraire les Américains, c'est la norme mondiale. Maintenant, si on va avec les Américains, ça va être 550 puits par 10 000 km². Donc tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Mais je ne suis pas isolé, tout le monde connaît ça et je pense que si maintenant tout le monde connaît ça mais personne ne se prononce, personne ne... Donc je crois que... je pense qu'il faut informer. Il faut informer. Ben, il y a des gens qui ne connaissent pas ça, parce qu'il y a des gens qui sont mal informés. Il faut informer. Il faut informer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'experts, beaucoup de techniciens comme moi qui sont d'avis. Mais malheureusement, ça reste chez eux. Ce n'est pas les décideurs. Donc vous êtes courageux. Sur le gaz de schiste, alors, votre analyse, mais rapidement, pour l'avenir, est-ce qu'on doit y aller, on peut y aller, ou est-ce que ça n'est là aussi qu'une chimère? Bon, le gaz de schiste, en 2 mots, c'est quoi? C'est un gaz. C'est un gaz naturel. Et tout le monde sait maintenant, le gaz de schiste, c'est un gaz qui est dans la roche-mère, qui n'a jamais migré, il est sur place, il faut aller le chercher. C'est pas comme Hassan al-Mal, c'est un gaz conventionnel, il est monté, il est là, sous nos pieds, on fort, on l'extrait. Le gaz de schiste, il faut aller le chercher le ventre de sa mère. Il n'a pas encore été enfanté, il faut aller le chercher dans la roche-mère. C'est un gaz, comme tous les gaz, c'est du méthane sur le CH4. Maintenant, est-ce qu'il faut y aller ou non? On peut y aller, on peut ne pas y aller. Il faut savoir pourquoi. Il faut toujours dire pourquoi on va faire le gaz de schiste, pourquoi on ne va pas. Parce que les Américains, ils sont allés au gaz de schiste, parce qu'ils n'ont plus de gaz conventionnel. Parce que les Américains, ils ont atteint le pic pétrolier en 1970. Ils n'avaient plus de gaz maintenant, ils sont sur le gaz de schiste. Mais nous, on va aller sur le gaz de schiste, pourquoi? Parce qu'on a épuisé le gaz conventionnel? Non. Nous avons encore des gaz conventionnels. Parce qu'on a un faible cours pétrolier. Oui, c'est encore pire, parce que c'est plus cher, le gaz de schiste. C'est plus cher le gaz de schiste. Le gaz de schiste, il n'est pas rentable. Je vais vous dire pourquoi. Le gaz de schiste, c'est pas parce que le pétrole a chuté. L'Algérie elle a avalisé le gaz de schiste avant la chute du pétrole. C'était en mai 2014, je crois, conseil du ministre. Mais c'est parce qu'on pense que le gaz conventionnel n'est plus facile à trouver. Donc il faut aller chercher le non conventionnel. Mais le non conventionnel, je pense qu'il n'est pas rentable chez nous. Il n'est pas rentable du fait que le forage, il va de 20-22 millions de dollars facilement. Les Américains, ils ont démarré à 20 millions de dollars. Donc nous, on va démarrer la même chose, disons au moins à 20 millions de dollars. Et je dis... Pour quelle rentabilité? Bon, la rentabilité, pour les gens qui connaissent un peu le domaine, vous forez un puits. Vous forez un puits de gaz de schiste, vous le forez horizontalement, sur 1000 mètres par exemple. Son affaire, elle va opter sur 1000 mètres. Qu'est-ce que vous allez drainer comme gaz? Les statistiques mondiales montrent qu'on peut drainer entre 50 millions de mètres cubes et 120 millions de mètres cubes. Pas plus. Entre 50, 60, 110, 115, 120 millions de mètres cubes. Pas milliards, millions. Par puits. Par puits. Horizontal. Et si vous allez récupérer 15% ou 20%, c'est les normes aussi. Combien vous allez vendre votre gaz? Si vous le vendez, chez nous, par exemple, si on le vend à 10 $, le million BTU, combien vous allez avoir comme revenu en tête de puits? En tête de puits, c'est-à-dire sans parler des taxes, sans parler des infrastructures, sans parler des transports. En tête de puits, vous allez avoir un revenu de 50% du puits. C'est-à-dire, vous ferez un puits à 20 millions de dollars, vous allez avoir du gaz,
si vous vendez ce gaz-là, vous allez gagner 12 millions de dollars. Donc, c'est pas rentable. Et ça, je dis que les économistes la connaissent. mais le prix du gaz pourrait monter Bon, le gaz maintenant aux États-Unis, il est à 2,80 $. Ce matin, il était à 2,80 $, il est autour de 3 $. Donc chez nous, bon, on pense que le gaz algérien il est vendu en Europe à, disons, 9, 10 $, 11, disons, en moyenne. Et bon, comme il n'est plus indexé systématiquement sur le pétrole, donc il risque d'avoir donc des problèmes de prix aussi. Parce que maintenant, il y a le bras de fer entre l'Algérie et l'Europe, parce qu'ils veulent un marché spot, etc. Mais le gaz algérien, il va être vendu, disons, à 10 $ le million BTU. Un mot rapidement sur le gaz conventionnel. Est-ce qu'on en a pour longtemps? Est-ce que nos cuisiniers et nos cuisinières qui ont fait le ftour ce soir pourront longtemps encore utiliser leur cuisinière? Ou est-ce que dans 30 ans, il faudra se rabattre sur autre chose pour cuisiner? Oui. Vous savez, le gaz algérien actuel, le conventionnel qui existe actuellement, qui est prouvé, les réserves officielles elles sont de 4 500 milliards de mètres cubes. Je dis bien officielles. Et personnellement, je pense que les réserves algériennes elles sont beaucoup moins. Donc ça doit être dans les 3 000 milliards, 2 500 milliards, etc. Donc ça, c'est à peu près les réserves, disons, qui sont sûres. Donc qui sont sûres. Donc combien de temps on va les exploiter? Bon, disons, avec le taux actuel de consommation annuelle, c'est une question de 25 ans, 20 ans, pas plus. Aussi bien pour le gaz que pour le... Le gaz conventionnel est au même prix au niveau mondial que le gaz de schiste. Hein. Il se vend au même prix. Ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Et puis c'est un marché particulier. Hein. C'est un marché particulier. Eh bien, donc bon, pessimiste, donc il faut vraiment aller voir ailleurs que dans l'énergie pour rétablir l'économie. Il faut faire vite. Oui, il n'y a pas que l'énergie. Et parce que bon, vous préconisez donc une gestion un peu plus pointue, quoi. Je veux dire plus rentrée, plus étudiée, moins libérée. Donc, et à côté, il va falloir trouver les moyens de diversifier cette économie. Exactement, nous avons beaucoup de possibilités. Et puis réformer la Sonatrach. Exactement. Merci Mohamed Saïd Beroul pour votre éclairage. Et je vous dis à bientôt parce qu'on aura certainement à nous revoir pour faire un point régulier sur l'évolution du marché des hydrocarbures. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon sahur et je vous dis à bientôt et Saha Aïdkoum.